La bomba, c'est une danse traditionnelle au nord de l'équateur, donc petit pays andin. C'est une photo extraite de la série Africa America. Et au nord de l'équateur, il y a une région que j'aime beaucoup, qui s'appelle El Chota. Et El Chota, c'est le même nom qui désigne la montagne, la rivière et le village. En marchant dans ce village, j'ai rencontré une dame, une quarantaine d'années, pour faire son portrait. On a commencé à parler, puis elle a accepté. Et portrait frontal, très simple. Cette idée de tutoyer la mémoire de quelqu'un, de se mettre juste en face, de voir ce qui se passe. Et laisser découvrir en format carré, noir et blanc, ce village qui est perdu au pied de la montagne, qui n'a aucun champ particulier. Et je commence à vouloir photographier cette femme. Je ne me souviens plus du prénom, j'ai oublié son prénom. Mais juste à côté, je vois qu'une scène est en train de se mettre en place, une scène qui n'est pas prévue. C'est-à-dire qu'elle avait 2 filles. Et une des deux se met à côté de moi, dans un acte de défi, et me dit en espagnol « Je veux que tu me prennes en photo ». Elle dit ça alors que je suis en train de faire le portrait de sa mère. Et cette jeune fille, qui est donc la photographie que j'ai faite, elle signifie de par sa posture cette danse traditionnelle, la bomba, qui a été souvent interdite par le colonisateur espagnol. Et donc la bomba, c'est peut-être ce qui leur reste comme seul lien entre l'Afrique et l'Équateur d'aujourd'hui. C'est une jeune fille qui est en face de moi, qui est très fière. Elle doit avoir 10-12 ans à peu près. Elle a les mains sur les hanches de façon quasiment symétrique. Et sur sa tête, elle a mis une bouteille. J'imagine que c'est de l'eau à l'intérieur. Et au son du tambour qu'elle simule, elle doit danser sans que la bouteille tombe sur le sol. Et en fait, j'ai compris que là, c'était un acte d'identification, de revendication et d'affirmation, qui plus est réalisé par une petite fille. Ça prenait une force qui pour moi était un moment privilégié. J'ai donc abandonné le portrait de sa maman et je me suis tourné à 2 mètres, je me souviens 2-3 mètres vers la gauche pour photographier cette jeune fille avec la même distance qui était en train de faire ce cadeau quelque part. J'ai compris après que ce geste un peu gratuit ne l'était pas du tout. Parce qu'en fait, cette posture, cette attitude, ce son, ce rythme, cette musique a été interdite pendant longtemps et commençait à peine à être tolérée dans l'espace public. Donc cette petite fille que j'ai photographiée, quelque part, c'est un peu l'existence officielle et la résurgence officielle de cette africanité pour les Afro-Équatoriens. Et moi, en tant que photographe, j'étais présent à ce moment-là. Cette image, elle est importante parce que c'était un peu la preuve physique par cette jeune fille, la preuve identitaire par ce son, la bomba, par cette gestuelle, du lien d'un cordon ombilical retrouvé entre l'Afrique et leur Afrique à eux, de par celle de leurs ancêtres, avec l'Amérique du Sud, l'Amérique andine d'aujourd'hui. Donc j'avais concrètement l'affirmation des liens qui, malgré l'esclavage, malgré 4 siècles d'esclavage, continuent par je ne sais quelle magie à exister à travers cette posture très forte d'une petite fille, mais qui avait une grâce et une posture totalement adulte et mature, et qui, elle, en tant que femme, en tant que jeune femme, représentait tout un peuple, tout son peuple des Afro-Équatoriens. Photosensible, podcast d'aventures humaines et photographiques. Découvrez ce qui se cache derrière l'appareil. Quelle est la place de l'identité et de la mémoire dans l'histoire des hommes ? Inlassablement, de sa Corrèze natale à l'Amérique latine, en passant par l'Afrique, Philippe Ghioni soulève ces questions depuis plus de 20 ans. Cet historien géographe de formation a tout quitté pour partir au Bénin, peu après la fin de ses études. Mais il ne s'est jamais détaché de ce qui fait pour lui l'essence de l'homme et tente de questionner ces sujets à travers la photographie. Dans ce premier épisode de Photosensible, Philippe nous raconte son parcours, sa vision du monde et cette quête sans cesse renouvelée de l'identité et de la mémoire des hommes par son travail photographique. Je dirais que la photographie, c'était pas prévu. Elle est arrivée tardivement dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai 47 ans et quasiment jour pour jour,
Elle est arrivée vraiment dans ma vie à 27 ans. Donc on est presque sur un 20e anniversaire symbolique. Alors, pour résumer et aller à l'essentiel, c'est vrai que moi je suis originaire de Corrèze, de Brive exactement. Et dans mon univers familial, il n'y avait pas de livres et encore moins de livres de photographie. Donc ce médium photographique, je l'ai découvert beaucoup plus tard, par les livres, mais beaucoup plus tard. On va dire que la première expérience, elle est, je pense, assez commune. C'est-à-dire que une des rares fois où j'ai pu aller en vacances quelque part quand j'avais 12-13 ans, mon oncle m'a prêté un appareil plastique. J'ai oublié totalement la marque, mais un appareil plastique, juste pour témoigner de ses vacances en tant que touriste. Et j'avais beaucoup aimé ces sensations-là, sans du coup, quand on a 12-13 ans, je pensais absolument à autre chose. Le vrai déclencheur a été beaucoup plus tard, à partir des années 90, 1990, quand je suis arrivé à Toulouse, en cité universitaire, pour faire des études d'histoire-géographie. Et donc, ce qui dit d'histoire et géographie, l'histoire c'est le rapport au temps, ce qui va nourrir ma photographie plus tard, et la géographie, le rapport à l'espace, aux espaces, qui va aussi nourrir ma photographie plus tard. J'ai commencé à regarder des livres de loin, des livres de photographie, et puis il y a eu 2 rencontres fondatrices, mais souvent, comme dans les rencontres fondatrices, on le sait après, que potentiellement il vient de se passer quelque chose et que potentiellement sa vie a changé. En 1995, j'ai fait un petit stage d'initiation à l'espace Saint-Cyprien qui existe toujours à Toulouse. Là aussi pour peut-être pratiquer la photographie avec une initiation au laboratoire noir et blanc. J'avais beaucoup aimé. Comme une deuxième étape, sans aucun but et intention de devenir un jour photographe, c'était pas du tout mon horizon. Moi, à l'époque, je voulais être professeur d'histoire-géographie, faire de la recherche, que j'ai fait à l'université. Mais j'y vois comme un deuxième moment où je me suis approché de la photographie. Et puis il y en a eu un troisième, là beaucoup plus fondateur. Nous sommes en 1998. Moi, je suis en train de finir mes études, CAPES d'histoire géo. Je prépare aussi l'agrégation en histoire. Et je fais un stage, totalement par hasard, avec un photographe pas très connu, qui a un peu disparu des radars, mais très talentueux, qui s'appelait François Mauriès. C'était au quartier des Chalets, à Toulouse, là où j'habite maintenant, c'est marrant aussi, quasiment la même rue. Et on fait un stage comme ça, par hasard, et je découvre le Rolleiflex. Je découvre le Rolleiflex, je découvre cet outil, je découvre ce format, le format carré, et je découvre la photographie d'auteur. Et je me souviens que le premier stage, qui n'en était pas un, tout le lundi et toute la journée, on a regardé des livres de peinture. Ce qui m'avait beaucoup surpris à l'époque, notamment Velázquez, puisque François était passionné de la peinture et de la littérature et de la photographie espagnole. Et on a commencé par ça, et pendant une semaine, on a fait peu de photos, beaucoup parlé, bu beaucoup de vin, mais de bons vins, fumé 1 ou 2 cigares, mais des bons cigares, et découvert le laboratoire photographique, la chambre photographique. Moi, je ne connaissais pas vraiment, un petit peu Saint-Cyprien, mais c'est rapide. Là, c'était du coup la découverte d'un monde nouveau, et je sais que 5 jours après, j'avais totalement oublié l'histoire-géographie, mes études. J'avais envie d'y aller parce que j'avais envie d'avoir la même vie que lui. Une vie un peu de vagabond, une vie nomade plutôt, une vie aléatoire, parce que la photographie d'auteur, c'est compliqué. Ça l'était déjà à l'époque, ça l'est encore plus aujourd'hui. J'avais envie d'avoir cette vie-là. Donc j'ai bien sûr quand même essayé de terminer mes études, mais clairement, il y avait un déclic. Quelque chose s'était passé. S'il est impossible de trouver en chaque homme une essence universelle qui serait la nature humaine, il existe pourtant une universalité humaine de conditions. Ce n'est pas par hasard que les penseurs d'aujourd'hui parlent plus volontiers de la condition de l'homme que de sa nature. Par condition, ils entendent avec plus ou moins de clarté l'ensemble des limites a priori qui esquissent sa situation fondamentale dans l'univers. Les situations historiques varient.
l'homme peut naître esclave dans une société païenne, ou seigneur féodal, ou prolétaire. Ce qui ne varie pas, c'est la nécessité pour lui d'être dans le monde, d'y être au travail, d'y être au milieu d'autres et d'y être mortel. Sartre. L'existentialisme est un humanisme. Et donc, c'est très concret après. Je suis parti un peu dans cet esprit-là, concrètement aller sur le terrain. C'est-à-dire que la photographie est arrivée avec cette envie de passer de la théorie à la pratique. Je suis parti avec ce Rolleiflex que François m'avait prêté, un Rolleiflex que je maîtrisais mal. Je ne connaissais que le film 3X, que du noir et blanc, que le format carré, que 12 poses. Donc, je suis parti là-dedans. Et c'est intéressant avec le recul parce qu'il y a une forme de naïveté. Et je suis parti parce que c'était le seul pays en Afrique où je connaissais un peu quelqu'un, un ami, de la cité Chapou à Toulouse, qui s'appelle Évariste. Et du coup, je suis parti au Bénin. Et au Bénin, je suis parti sur les cités lacustres, où je suis resté plusieurs semaines, donc des grands lacs, près de Cotonou, la capitale, où il y a des gens qui vivent par et pour l'eau. Et donc, j'ai pas fait des reportages, parce que je ne savais pas ce que c'était un reportage. C'était juste essayer d'être le témoin de la vie des autres. J'ai vécu avec eux sur des cités lacustres et j'avais ce Rolleiflex. J'ai fait des photographies, format carré. Et 6 mois après, par les hasards de la vie, ces photographies ont été publiées dans un magazine et puis elles ont été vues par Willy Ronis. Ce qui fait que, autre rencontre fondatrice pour moi, mais je ne le savais pas à ce moment-là, c'est que ce Willy Ronis, un des grands photographes de la photographie humaniste française, a posé un regard bienveillant sur un jeune photographe qu'il ne connaissait pas. Moi en l'occurrence, et du coup j'avais eu une double page dans un magazine qui s'appelle Réponse Photo, qui existe toujours. Bref, c'est parti comme ça. Donc c'était pas du tout un plan de carrière, la photographie, ça a été une suite de 2, 3, 4 rencontres fondatrices. Je pourrais aussi rajouter Pascal Maître, un grand photoreporter qui est toujours très actif, plutôt coloriste, et on partage l'Afrique aussi en commun, qui lui aussi m'a mis le pied à l'étrier. Donc 3, 4 rencontres fondatrices, et du coup la découverte que pour moi peut-être la photographie et l'outil photographique pouvaient être le mode d'expression pour rencontrer une certaine liberté. La liberté de faire, de défaire, d'être et de se mouvoir. De par ma formation d'historien-géographe, et on va dire même plutôt d'historien, c'est vrai qu'à l'université, je m'étais spécialisé en fin de parcours sur l'histoire de l'Afrique francophone, c'est-à-dire essayer de voir comment l'identité plurielle de ce continent pouvait se manifester, quelle était l'histoire des relations entre la France et l'Afrique, c'est très riche. J'avais fait un mémoire à Casablanca au Maroc aussi en 1994. Bref, l'Afrique était déjà au cœur de ma vie. La photographie arrivant, bien évidemment, je suis passé tout naturellement de l'histoire à la photographie appliquée, entre guillemets, à un territoire unique, c'est-à-dire l'ensemble du continent africain, sans aucune forme d'exotisme, pas pour régler des comptes avec l'histoire des uns et des autres, avec la mémoire qui est souvent conflictuelle, pour essayer tout simplement, parce que ça me manquait personnellement, de créer peut-être un corpus d'images qui serait le fruit de mes rencontres, de mes voyages sur ces continents-là, dans ces pays-là, dans ces territoires-là africains, pour que, après, d'autres communautés, des historiens, des intellectuels, le grand public, puissent découvrir d'autres formes, d'autres façons de voir tel ou tel groupe ethnique, telle ou telle région. Bien évidemment, passer l'expérience des cités lacustres au Bénin, que j'ai voulu poursuivre, que je n'ai pas fait finalement, faute de moyens, je pense. Je suis allé directement à ce qui m'intéressait le plus à l'époque en tant qu'historien, c'est-à-dire la mémoire des tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire cette mémoire toujours complexe et controversée, et en même temps humaine, de tous ces hommes qui, un jour de leur vie, au moins un jour de leur vie, ont été dans l'armée française. 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 3 ans, 10 ans, ont été dans l'armée française pour exercer, à leur corps défendant ou sur le principe du volontariat, leur métier de soldat. Alors c'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Algérie, c'est l'Indochine, donc des conflits liés à la décolonisation. Et moi, mon postulat,
parce que ça me manquait personnellement, donc là je fais le lien entre manque personnel et l'expression photographique, j'avais envie de construire les images qui m'avaient manqué quand j'étais prof d'histoire géo pour parler de ces thématiques-là. Ce qui veut dire que, par exemple, sur les tirailleurs sénégalais, en caricaturant juste un peu, mais la seule iconographie que je voyais, c'était un peu le Yabon Banania, de cette histoire de cette boîte de chocolat pour raconter l'effigie et montrer l'effigie du soldat noir. Donc du coup, je suis parti dans tous ces pays, plus d'une dizaine, et j'y vais encore d'ailleurs, pour tutoyer l'homme africain qui se cachait quelque part sous la figure du soldat. Ce qui veut dire que là, j'ai réalisé principalement des portraits, ou en tout cas au début, j'avais envie de prendre en pleine face cette histoire franco-africaine, je dirais à vocation un peu universelle. C'est quoi être soldat? C'est quoi être soldat français? C'est quoi être soldat africain? C'est quoi, quand on a 70 ans, parler de ses souvenirs de soldat, c'est-à-dire en gros ses souvenirs de jeunesse? Quand je rencontre ces vieilles personnes, ils me parlent de leurs 20 ans. Et du coup, j'avais envie de photographier cette mémoire humaine, ce qui n'est pas évident. Pas évident parce qu'à travers ma présence, sans avoir aucun mandat officiel, je représentais quelque part la France qui se réveillait par rapport à leur pension de retraite, par rapport à une mémoire oubliée, par rapport à plein de choses. Et du coup, pendant des années, j'ai eu ce fil rouge, par la photographie, de trouver les moyens pour revenir dans ces pays et faire des sortes de campagnes de portraits. Alors c'est le Sénégal, c'est le Bénin, c'est le Togo, c'est le Congo, c'est le Maroc, c'est la Guinée, c'est le Niger. 10 jours, 15 jours, parfois un mois, seul ou parfois accompagné, mais plutôt seul, avec des portraits d'hommes, d'abord d'hommes, et puis après, avec le temps, je me suis rendu compte que cette histoire était aussi une histoire de femmes. Chaque femme, chaque veuve a aussi sa guerre, par l'absence de son mari, qui est parti, qui est revenu ou qui n'est jamais revenu. Et aussi l'histoire de la descendance, c'est-à-dire des jeunes Africains qui ont 40 ans, 30 ans, 20 ans, qui savent ou qui ne savent pas l'histoire. Et du coup, en gros, par la photographie, cette histoire des tirailleurs est avant tout devenir une histoire humaine. Elle est devenue une histoire humaine pour essayer de voir un peu les visages d'une francophonie très vivante aujourd'hui, très plurielle, et qui a aussi des choses à dire, quelques comptes à régler avec nous, mais qui a des choses à dire. Et du coup, aussi, ce travail a évolué avec le temps. Il est très classique dans la forme, noir et blanc, des portraits souvent très frontaux, mais peu à peu, j'ai eu envie de photographier donc les femmes, d'autres portraits, des enfants, des descendances, mais aussi des détails, et puis finalement aussi des paysages. Et cette série, au final, je l'ai intitulée « Le tirailleur et les trois fleuves », c'est-à-dire que plus récemment, j'ai parcouru les fleuves, le Congo, le Niger, le Sénégal, pas dans leur exhaustivité, parce que malheureusement, pour des questions de sécurité, c'est plus possible confère ce qui se passe au Sahel. Mais ces fleuves sont les fils rouges de leur vie, quand ils sont allés à la guerre. C'est aussi par là qu'ils sont revenus en Afrique, très souvent. Et c'est aussi par là que moi, j'avais envie de d'entrer à nouveau dans ce continent et dans leur mémoire. Donc, pour le dire autrement, Le tirailleur et les trois fleuves, j'avais eu le prix Roger Pic en 2008, qui avait été un encouragement à continuer, et le fil rouge de ma vie de photographe et de ma vie tout court. Il y a le projet bien avancé l'année prochaine, en 2020, de faire une monographie chez un éditeur très connu, on verra, pour rassembler tout ça, puisque malheureusement, mon travail et leur vie surtout est passé maintenant de l'histoire à la mémoire, c'est-à-dire que toutes celles et tous ceux que j'ai photographiés il y a 20 ans, 15 ans, 10 ans ne sont plus de ce monde. Et du coup, je me suis rendu compte il y a quelques jours, en préparant un peu un editing plus large, que tout ce que j'avais photographié, hormis les paysages, n'existait plus. Et finalement, c'est aussi une prise de conscience de ce qu'est la photographie. C'est photographier les autres, mais indirectement, c'est aussi un portrait en creux de soi-même. Et puis mon grand-père, j'ai jamais oublié qu'il avait fait la guerre, donc c'était peut-être une façon, en allant très très loin, photographier des vieux visages, écouter leurs paroles, leur silence aussi. C'était peut-être aussi une façon de faire un portrait un peu un non-dit par rapport à des histoires plus familiales, plus proches de ma Corrèze natale que je ne connais pas. Voici le soleil, qui fait tendre la poitrine des vierges, qui fait sourire sur les bancs verts les vieillards, qui réveillerait les morts sous une terre maternelle. J'entends le bruit des canons. Est-ce d'Irun? On fleurit les tombes, on réchauffe le soldat inconnu. Vous,
Mes frères obscurs, personne ne vous nomme. On vous promet 500 000 de vos enfants à la gloire des futurs morts. On les remercie d'avance, futurs morts obscurs. Die Schwarze Schande. Écoutez-moi, tirailleurs sénégalais, dans la solitude de la terre noire et de la mort. Dans votre solitude sans yeux, sans oreilles, plus que dans ma peau sombre au fond de la province. Sans même la chaleur de vos camarades couchés tout contre vous, comme jadis dans la tranchée, jadis dans les palabres du village. Écoutez-moi, tirailleurs à la peau noire, bien que sans oreilles et sans yeux dans vos triples enceintes de nuit. Nous n'avons pas loué de pleureuses, pas même les larmes de vos femmes anciennes. Elles ne se rappellent que vos grands coups de colère, préférant l'ardeur des vivants. Les plaintes des pleureuses trop claires. Trop vite asséchées les joues de vos femmes, comme en saison sèche les torrents du Fouta. Les larmes les plus chaudes, trop claires et trop vite bues au coin des lèvres oublieuses. Nous vous apportons, écoutez-nous, nous qui épelions vos noms dans les mois que vous mouriez. Nous, dans ces jours de peur, sans mémoire, vous apportons l'amitié de vos camarades d'âge. Ah, puissais-je un jour d'une voix couleur de braise, puissais-je chanter l'amitié des camarades, fervente comme des entrailles et délicate, forte comme des tendons. Écoutez-nous, morts étendus dans l'eau au profond des plaines du nord et de l'est. Recevez le salut de vos camarades noirs, tirailleurs sénégalais. Aux tirailleurs sénégalais morts pour la France, Léopold Sédar Senghor. Africa America est un corpus qui est très important dans ma vie de photographe et sûrement d'homme aussi. C'est une série qui est arrivée suite à une rencontre qui est très symbolique à Gorée, à la maison de l'esclavage à Gorée. Il y avait un homme très emblématique qui était le conservateur de ce lieu qui pendant des décennies racontait à sa façon l'histoire de l'esclavage pour cette partie du littoral africain. Et un jour, moi, j'allais le voir parce qu'il était lui-même tirailleur sénégalais. Il avait fait la guerre d'Indochine, M. Ndiaye. Et il n'aimait pas quand je venais le voir pour lui parler de sa vie de tirailleur d'avant. Et il aimait bien me parler de ce qu'il faisait au quotidien, c'est-à-dire l'esclavage. Un jour, il a accepté, même plusieurs fois, de me rencontrer, d'échanger. Mais un jour, il me dit, et pour le seul moment, ça n'a pas fait tilt tout de suite, il me dit, mais Philippe, il faudra quand même qu'un jour, tu t'intéresses à l'autre Afrique. C'est-à-dire l'Afrique de nos cousins qui sont de l'autre côté. Alors lui, il pensait au Brésil, c'est-à-dire aller voir toutes ces populations noires issues de l'esclavage et qui vivent aujourd'hui dans la Caraïbe et au Brésil, et qui sont connues par la musique, par certains hommes politiques, etc. Sur le moment, je n'ai pas vraiment noté cette phrase, mais elle a fait tilt quelques mois après. Et en effet, je suis allé de l'autre côté de l'océan Atlantique. Mais du coup, je me suis posé la question, quelle histoire j'ai envie de raconter ? Je suis parti du principe que le Brésil, il y a une population noire qui a certes des problèmes identitaires, des problèmes économiques, etc., mais qui est bien identifiée quand même. Je suis parti du principe qu'en Guyane aussi, on sait qu'il y a des populations noires. Et en faisant quelques rapides recherches, je me suis rendu compte que très peu de gens savaient qu'il y avait aussi une histoire de l'Afrique dans les Andes, c'est-à-dire Africa America, l'histoire des populations afro-descendantes, comme on dit, la terminologie est ainsi, issues de l'esclavage espagnol à partir du XVIe siècle. Peu de gens savent qu'il y a des Noirs au Venezuela, en Colombie, au Panama, en Équateur, en Bolivie, au Pérou, au Chili et même en Argentine. Et Africa America, c'est à nouveau un voyage. C'est un voyage photographique, mais c'est aussi un voyage humain, où là j'ai retrouvé ma formation de géographe, c'est-à-dire se mouvoir dans un territoire, passer de pays en pays, renoncer à l'exhaustivité, essayer de faire 3 semaines, 1 mois par pays, donc c'est le cas en 2008, en 2009, en 2010, essayer de signifier par l'acte photographique, qui associe principalement portrait et paysage, que toutes ces populations qui sont souvent enclavées
dans chaque pays, elles ont en fait la même histoire de pays en pays. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé par le Venezuela, mais après je suis allé en Colombie, au Pérou. Dans tous ces pays andins, ils sont 7 ou 8 de mémoire, et ils ont tous la même idée. C'est un sujet militant, politique, forcément. La photographie, elle est très souvent politique, qu'on le veuille ou non, parce que c'est souvent cette idée de montrer. Je pars du principe, quand on photographie quelqu'un qui est anonyme, quand on photographie quelqu'un, on le sort de l'anonymat. Du coup, c'est cette idée que dans tous ces pays africains et américains, les portraits qui sont dans le livre, dans mon travail, ce sont les quelques visages émergents de ces minorités qui souvent ne sont pas recensées, n'existent pas, n'ont pas de droit, sont souvent marginalisées et photographiées, comme en Colombie par exemple, Mabel Lara, une première fois qu'une femme noire présente le journal de 20 heures, c'était un portrait en Colombie. C'est un portrait très symbolique pour moi. Photographier d'autres personnes au Venezuela, par exemple, qui ont un rôle important dans le monde culturel, dans le monde politique. Il n'y en a pas beaucoup. Du coup, j'ai essayé de les rencontrer et de les associer pleinement à la région dans laquelle ils vivent. Africa America, c'est ça. C'est un voyage photographique. J'avais fait beaucoup de sons à l'époque aussi. Essayer de, comme je dis parfois, de poser des visages par la photographie, poser des mots sur des mémoires humaines, et toujours cette idée que la photographie sert peut-être, en tout cas cette idée me plaît bien, mais ça ne dépend pas de moi, de constituer une matière nouvelle pour que d'autres plus tard ailleurs s'en emparent, des universitaires, des historiens. Ce qui s'est passé d'ailleurs beaucoup pour Africa America, même encore, régulièrement je reçois des demandes, des mails, des courriers de doctorants, d'historiens, de sociologues, parfois de journalistes, qui ont repéré ce travail-là et qui veulent en savoir plus ou qui veulent eux-mêmes faire un travail sur les Afro-Colombiens, les Afro-Chiliens, les Afro-Boliviens. Et Africa America, pour moi, c'était l'idée d'aller voir une autre Afrique. Et j'ai été surpris parce que l'autre Afrique, elle n'existe pas, elle est tout simplement différente. Ils ont beau avoir la peau noire, ils ont perdu beaucoup de choses de leur histoire de par la rigueur de l'esclavage. Donc c'est une autre histoire. Et c'était aussi peut-être cette idée que la photographie crée du lien entre les hommes et les femmes. C'est un peu utopique, mais je suis sûr que ça existe quelque part, ça. Et Africa America, l'histoire n'est pas finie, parce que j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de la poursuivre en Amérique centrale. J'espère que j'aurai l'occasion d'y aller, c'est-à-dire d'ouvrir un nouveau cycle pour aller voir aussi ces populations noires, leur construction identitaire, comment elles s'affirment, comment elles se revendiquent, comment elles existent dans des pays comme le Panama, le Costa Rica, le Salvador, le Mexique. J'espère que les prochaines années me permettront d'avoir une deuxième séquence. Africa America, c'était 2008-2010. L'exposition à la galerie du Château d'Eau à Toulouse, c'était en 2011 déjà. Et maintenant, je me sens prêt pour ouvrir une deuxième partie, chose qui n'était pas forcément prévue. Et je me rends compte que j'ai besoin de temps parfois entre des sujets très personnels, qui sont un peu des grandes fresques documentaires, de laisser reposer. Je ne veux pas être une machine à enchaîner les travaux photographiques. Donc Africa America, le Tirailleur et les Trois Fleuves, et aussi Swimming in the Black Sea. C'est 3 séquences de ma vie de photographe, comme 3 parenthèses, et avec bien sûr l'envie d'aller plus loin et ailleurs. Lorsque tu voyages, tu fais une expérience très pratique de l'acte de renaissance. Tu te trouves devant des situations complètement nouvelles, le jour passe plus lentement et, la plupart du temps, tu ne comprends pas la langue que parlent les gens. Exactement comme un enfant qui vient de sortir du ventre de sa mère. Dans ces conditions, tu te mets à accorder beaucoup plus d'importance à ce qui t'entoure parce que ta survie en dépend. Tu deviens plus accessible aux gens car ils pourront t'aider dans des situations difficiles. Et tu reçois la moindre faveur des dieux avec une grande allégresse, comme s'il s'agissait d'un épisode dont on doit se souvenir sa vie restante. Paulo Coelho, le pèlerin de Compostelle.
la première photographie dont je me souviens vraiment, alors je pourrais faire deux choix, c'est-à-dire j'aurais pu rester sur la série Jean de Lagune, donc ce travail sur les cités lacustres qui m'a fait naître en photographie. Mais en fait, je pense à une autre photo qui est arrivée un tout petit peu plus tard, qui est arrivée en 2001 au Bénin, un petit pays d'Afrique de l'Ouest. Et en fait, cette photo auquel je pense, c'est le premier portrait de tirailleurs africains, donc sénégalais, terme générique, que j'ai pu faire le premier jour, la première fois, le tout premier. Et il est tellement arrivé vite dans ma vie, à ce moment-là, que j'ai pas su faire, en fait. Et en même temps, elle est fondatrice parce que c'est une image que j'aime beaucoup. En gros, j'arrive à Cotonou, aucun contact vraiment, mais je sais que je viens pour ça, pour les rencontrer. Et je vais dans un bâtiment qui s'appelle la Maison du Combattant. C'est un lieu construit après les indépendances où ces vieux monsieur se rencontrent et discutent tous les jours pour échanger, souvent sur leurs souvenirs de jeunesse ou pour traiter au quotidien leur dossier de pension de retraite. Et je me souviens très très bien mon arrivée dans la Maison du Combattant de Cotonou. C'est des maisons assez arides, assez monolithiques, pas très jolies. Il n'y a aucun charme particulier, c'est militaire par définition. J'arrive et j'avais la veille fait un petit message dans une radio associative en disant qui j'étais, ce que je venais faire. Et je pensais que personne m'avait écouté, personne m'avait entendu. Et en effet, quand j'arrive dans ce lieu, je vois personne, mais vraiment personne. Je m'avance vraiment timide parce que je n'ai aucun mandat officiel, je n'ai aucun historique, aucune expérience. Je viens et j'ouvre la boîte de Pandore. Et la boîte de Pandore, elle s'ouvre parce que j'ouvre la porte de la grande salle de la Maison du Combattant à Cotonou. Et je pense être vraiment seul. Et quand j'ouvre cette porte, je me retrouve en vis-à-vis avec une centaine de vieux monsieur, tous habillés en uniforme militaire avec leurs médailles, tout ce que je voulais éviter en fait. Je l'avais dès le premier jour, comme s'ils m'attendaient. Et en effet, après je me suis aperçu que l'entrée par laquelle j'étais passé, c'était pas l'entrée principale. Et l'entrée principale, il y avait des dizaines de mobylettes parce qu'ils étaient venus. Donc ils avaient entendu cet appel dans une radio communautaire, puis le bouche-oreille a fait que, ils savaient qu'il y avait un petit blanc qui venait les voir. Mais pour eux, j'étais enfin un émissaire de la France bienveillante qui se rappelait qu'eux et qui allait régler tous les problèmes. Du coup, j'ai été débordé, submergé, puisque quand je suis à peine arrivé, moi, le petit civil venu de Toulouse, dans cette salle, ils se sont tous levés, donc ouais, ils étaient quasiment une centaine, je pense, habillés, et ils se mettent à chanter à tue-tête, avec beaucoup d'émotion, la Marseillaise. Et bien évidemment, j'ai écouté religieusement en me disant, bon, la Marseillaise, ça va durer 3 minutes, mais qu'est-ce que je fais après, quoi ? Qu'est-ce que je fais après ? Qu'est-ce que j'ai fait après ? Je les ai tous salués un par un, ce qui m'a pris un quart d'heure. Donc je gagnais du temps. Même c'était un moment magnifique, mais je ne savais pas du tout qu'est-ce que j'allais faire, je ne savais pas du tout comment j'allais leur dire et avec quels mots que j'étais photographe, que je venais les rencontrer et éventuellement faire un portrait photographique. Je savais que tous ces mots n'allaient pas leur parler. Et en même temps, j'étais là, je ne pouvais pas me défiler. Bon, ça s'est bien passé malgré tout parce qu'ils ont été bienveillants avec moi, dans le sens où j'ai montré le Rolleiflex, je l'ai mis sur la table. Ce Rolleiflex, de par sa forme, de par son format, de par son identité, ça a soulevé des souvenirs de jeunesse à certains, puisque c'était parfois le Rolleiflex ou un assimilé au Rolleiflex qu'ils avaient pu voir à l'époque quand ils étaient à la guerre. Du coup, ça a créé un lien. Bon, je ne sais plus comment je me suis concrètement sorti de cette histoire. Je n'ai pas pu parler à tout le monde, alors j'ai réussi à parler à certains. Et donc, le premier portrait, le premier visage, du coup l'image que j'ai envie de garder, il s'appelait Louis Faquenier. C'est un portrait frontal. À l'époque, j'avais un peu comme référence un certain Richard Avedon, sa série sur les gens de l'Ouest américain. C'était des portraits au format carré, très frontal, sur mur blanc, puisque bien évidemment j'avais un Rolleiflex, une cellule à main. J'avais une connaissance de la photographie assez limitée, j'avais pas d'assistant, pas de matériel, mais de toute façon j'en ai pas beaucoup eu pour cette série-là. Donc très direct, et un homme en face de moi à 1m50. Et je me souviens, je lui disais tout simplement, et je l'ai souvent répété après, on est là ensemble, on se regarde. C'est-à-dire pas de sourire, pas d'intention. Lui, pourquoi j'ai commencé par Louis ?
qui est mort depuis, parce que Louis était le seul à être venu sans médaille. Les 2 premiers d'ailleurs que je me souviens maintenant que j'ai photographiés, c'est Louis Faquenier, tirailleur béninois, et Issa Konaté, tirailleur béninois. C'était les 2 seuls qui étaient venus en civil, en chemise, et j'ai commencé par eux, parce que c'était vraiment cette idée, je voulais photographier d'abord les hommes africains, avant les soldats, et tous les autres étaient avec des médailles. Donc Louis et Issa sont les 2 portraits, les 2 premiers de cette série, Le Tirailleur et les 3 fleuves. Il y a quelques temps, on m'a qualifié de historien au milieu et photographe sur les bords, et parfois l'inverse. Et c'est vrai que j'aime bien ce passage entre ces 2 disciplines. Aujourd'hui, le contexte il est sans cesse renouvelé, où bien évidemment, de par quasiment 20 ans d'expérience, j'ai vu évoluer mon métier, j'ai vu évoluer aussi les centres d'intérêt, et j'ai vu évoluer la place donnée à ces écritures documentaires qui s'inscrivent sur la durée, sur le temps long. Et j'ai vu que les espaces pour montrer cette photographie devenaient de plus en plus restreints. La presse n'a quasiment plus, sauf des cas particuliers ou des moments particuliers, n'offre plus vraiment d'espace pour ces écritures-là. Alors c'est limité, ou alors c'est quelques grands photographes, très grands photographes, et le mot grand entre guillemets, mais qui arrivent à encore raconter des histoires sur un support papier ou papier glacé. Et moi je suis un bon exemple et en même temps un mauvais exemple, c'est-à-dire que la photographie a toujours été considérée centrale dans ma vie, mais en même temps aussi entre autres, c'est-à-dire que j'ai considéré dès le début que raconter l'histoire des hommes, ça peut prendre plusieurs formes. C'est pas simplement l'acte photographique, c'est pas simplement avec l'outil photographique, ce qui veut dire que j'ai aussi, et je le fais toujours, multiplié les positionnements pour avoir plusieurs façons d'observer ce monde. Alors bien sûr, j'ai beaucoup, moins maintenant, mais exposé mon travail documentaire dans des galeries photographiques ou des festivals photographiques. Il m'est arrivé aussi de participer à des histoires filmiques, notamment avec France 3 sur des films documentaires, soit parce que j'étais concerné, c'est-à-dire qu'ils me suivaient en Afrique dans ma déambulation, soit je me retrouvais comme un conseiller historique sur une histoire qui avait du sens. Maintenant, de par mon positionnement aussi en tant qu'enseignant dans une école de photographie, je vois aussi, parce que je l'enseigne, que cette photographie, elle est compliquée à fabriquer, elle est compliquée à montrer. Pour les jeunes générations, j'ai envie à la fois d'être franc avec eux et les encourager peut-être à être encore plus original, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais dans leur choix des histoires, dans leur choix des sujets. Je crois que moi je ne me suis pas posé toutes ces questions quand j'ai commencé l'histoire sur les tirailleurs sénégalais par exemple. Je ne me suis pas posé la question de la place que cette histoire pourrait prendre dans tel ou tel support. Je l'ai faite, cette histoire, en tout cas j'ai essayé à développer avant tout pour moi, comme une écriture personnelle, parce que j'avais besoin d'apporter des réponses visuelles à des questions que je me posais, à mi-chemin entre histoire personnelle et histoire plus universelle. Donc je pense que cette idée-là peut être fondatrice pour des jeunes personnes qui sont intéressées par la photographie, qui ont cette prétention saine d'en faire un métier, de d'abord se poser des questions essentielles, pourquoi j'ai envie de développer telle ou telle histoire, et pas vraiment le faire, je pense, pour espérer 3 pages par-ci, 3 pages par-là, dans tel ou tel support. Donc un sentiment de vérité, je pense que ça, indépendamment des époques, ça marche toujours, essayer d'être franc avec soi-même. Alors c'est un peu grandiloquent ce que je dis, mais je pense que, il me semble que c'est la base de tout. Après, à ce jour, il n'y a pas d'économie sur le net par rapport à la photographie, à part encore une fois des cas par cas, mais c'est très rare. Il y a des photographes pour le coup
qui, en mélangeant différents médiums, la vidéo, le film pour certains, arrivent à avoir des écritures nouvelles et donc du coup des sources de financement nouvelles, des sources de revenus nouveaux. Bon, de toute façon, on vit une époque où tout est changé, bouleversé par rapport à cette écriture photographique, où c'est un joyeux bordel quand même aussi. Tout est mélangé et c'est parfois compliqué de ne pas perdre le fil de qu'est-ce que je veux dire, qui je suis. On est, je pense, un peu trop, et peut-être que les jeunes générations, mais elles sont toutes excusées par avance, sont parfois un peu trop omnubilées par la fin de l'histoire avant même d'avoir commencé l'histoire. C'est-à-dire à qui je vais m'adresser, comment je vais vendre cette histoire alors qu'ils n'ont pas forcément déjà commencé. On est tous un peu trop pressés à notre époque de vouloir montrer alors qu'on vient tout juste de commencer à faire. Mais en même temps, je reste positif parce qu'il y a jamais eu autant de festivals de photographie, y compris pour la photographie documentaire. Il y a 20 ans, il y en avait moins. Il n'y a jamais eu autant de livres d'édition photographique pour la photographie documentaire, alors que le livre est plutôt une vitrine qu'une source de revenus, mais c'est une vitrine importante, essentielle et un peu obligée. Mais il y a beaucoup de livres, donc c'est aussi un support nouveau sur lequel les jeunes photographes peuvent s'inscrire. Allez, quelques années, un peu moins maintenant, mais il y a aussi ce qu'on appelait les POM, des petits objets multimédia, qui sont une façon de raconter aussi une histoire par l'image et par les sons. Ça existe toujours. Il y a aussi des festivals maintenant qui en font leur matière première. Donc les sources sont plurielles. Ce qui est difficile aussi, pour terminer, c'est que notre époque, elle est un peu injuste parfois dans le regard qu'elle porte sur tel ou tel travail photographique, dans le sentiment du déjà vu. Cette histoire, je l'ai déjà vue, donc je ne vais pas regarder la tienne. Je me souviens d'un grand photographe qui est toujours vivant d'ailleurs, qui est toujours très actif, qui s'appelle Joseph Koudelka, qui dit souvent tout a été fait, mais tout reste à faire. Et j'aime bien me raccrocher à cette idée-là, et c'est parfois ce que je peux dire à mes étudiants ou à mes interlocuteurs, plutôt jeunes. Tout a été fait, tout reste à faire. Du coup, ça ouvre le champ des possibles. Plus loin encore que ses travaux photographiques, Philippe Guiony est une âme vive. Il n'a jamais perdu sa passion pour l'enseignement et dispense les cours de sémiologie de l'image à l'ETPA de Toulouse depuis quelques années. Il est aussi créateur et directeur artistique de la résidence 1+2, programme photographique qui lie art et sciences dont le camp de base est situé à Toulouse mais qui a vocation à rayonner au niveau européen. Comme d'autres avant lui, Philippe est un passeur qui essaie d'ouvrir le monde de la photographie d'auteur au grand public et jusque-là, on peut dire que c'est une belle réussite. Vous pourrez retrouver tous les liens et références de ce podcast dans le texte de description qui l'accompagne. Photosensible, un podcast proposé par Thomas Biarnex avec la voix additionnelle de Frédéric Biarnex et la musique de Tom Terrien. Si vous avez apprécié ce premier épisode, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur vos applis d'écoute préférés. Ça nous aidera à nous faire connaître et à avancer. On espère grandir avec vous, alors nous serons toujours à l'écoute de vos retours.